Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose qui s'apparenterait à un regard croisé ou à différents points de vue. Là, les points de vue étant le tien, puis le mien, sur un sujet et le sujet que j'ai eu envie d'aborder, c'est le sujet de l'âme. Ah, Donc, je vais aussi pour ceux qui nous écoutent, replacer dans le contexte, où je suis et que je souhaite partager et ensuite, à chaque fois, je serais contente qu'en fonction du contexte que je pose, toi, tu me dises un peu, là où tu es, heu mmh, et c'est comme ça qu'on peut fonctionner. mmh. Alors, cette histoire d'âme, moi, elle me préoccupe souvent parce qu'il y a déjà quelque chose qui me semble pas très bien fonctionner en français et je pense qu'en sanskrit, ça doit aller beaucoup mieux puisque c'est une langue sacrée, donc pour parler de ces choses-là, ça doit être plus efficace. Il y a souvent déjà, il me semble, un mélange âme et esprit. Parce que, alors aussi bien quand on parle de l'âme pour un être humain, mais, quand on se met par exemple à parler de l'âme d'un animal ou de l'âme d'un arbre, on dit plus un arbre, on dit un esprit, souvent. Ou l'esprit d'une pierre, ou l'esprit d'un arbre, ou l'esprit d'un animal. En français, on passe plus sur le terme esprit. Tu as vu que l'âme d'un arbre, ça concerne sa matière et c'est le centre. En fait, c'est l'arbre enfant. Au centre de ces cernes, tu sais, quand on coupe un arbre, on voit les cernes rondes. Mmh. Et Mmh. ce que les bûcherons appellent l'âme de l'arbre, c'est souvent de couleur plus foncée. C'est au centre et c'est en fait les cernes de quand cet arbre était petit. Mmh. En fait, c'est un peu son squelette qui n'est plus traversé par la sève pour la plupart des arbres. La sève est périphérique dans l'aubier. Mmh. Et l'âme de l'arbre, c'est son squelette de bois qui le porte. Au centre. D'accord, c'est son axe central. Ouais. Ah ça, c'est une jolie image parce que du coup, effectivement, pour l'être humain, on va peut-être pouvoir retrouver quelque chose de cet ordre-là. Alors, si on revient sur l'être humain, moi, j'avais, écouté récemment Osho parler de l'âme et il citait Gurdjieff et il disait que finalement, il était assez d'accord avec lui sur le fait que, hem, il y avait une possibilité pour l'être humain d'être lié à son âme, mais possibilité qu'on pouvait totalement rater aussi. Donc on pourrait passer, une, vie entière, en tant qu'être humain, sans être lié à son âme et dans ce cas-là, on pourrait dire presque qu'on reste plus apparenté, au règne animal qu'au règne humain. Donc il y avait ça, et il y avait aussi, j'avais regardé chez Steiner l'idée que donc, cette âme, c'est un devenir et que le lien à elle, il est aussi à éduquer et là, je te pose tout d'un seul coup sur la table et puis ensuite je pense qu'on reprendra les choses petit bout par petit bout. Mais que donc l'âme est à éduquer et qu'il y a 3 grandes parties dans l'âme et qu'il y aurait une âme, de la sensation, du ressenti, une âme sensible, il appelle Steiner. Il y aurait une âme de l'entendement et il y aurait une âme de la conscience. 3 grandes parties dans l'âme, pour Steiner. Donc moi ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive un peu à clarifier ensemble Bon, au regard Steiner, il parle allemand, de toute façon, donc c'est vrai que ça devient oui. compliqué. Ça devient compliqué, oui. Voilà. Mais au regard, de, ces différentes possibilités, moi j'aime peut-être que nous, on pourrait, appliquer donc, le point de vue, du yoga,
Que toi, tu seras bien placé pour nous dire donc, ce qu'est l'âme, ou à quoi on pourrait la rattacher du point de vue du yoga. Mmh. Et puis après moi, je ferai des parallèles en disant: «Ah tiens, mais oui, peut-être que ça peut se percevoir comme ça, avec cette grille de lecture-là». Et comme ça, je pense que regardant la chose avec différents points de vue, on aura peut-être plus de chances de s'approcher de quelque chose qui pourrait être, la vérité de ce que sous-tend, ce terme. Mmh. Alors je ne connais pas de mot en sanskrit qui recouvre ce que l'usage du français nomme âme, qui pour moi d'ailleurs est très flou. Donc je ne peux pas te dire: «Ah, en sanskrit, l'âme, c'est ça». Mais je peux quand même te le dire, il y a un mot, tout le monde est d'accord pour ce mot, c'est Atman. Mmh. Alors, il y aurait une équivalence entre Atman et l'âme, mais en fait pas vraiment dans l'usage d'aujourd'hui, pas vraiment. Ce que le sanskrit appelle Atman, c'est extrêmement simple, c'est une part de Purusha ou de Shiva en mon cœur. Au centre de moi, il y a au centre du centre, complètement au centre, il y a cet Atman qui n'est absolument pas moi, pas du tout, rien à voir avec moi, avec l'ego si tu veux, Ahamkara, rien à voir. C'est une étincelle absolument divine qui est attachée à Purusha dans le monde védique ou à Shiva dans le monde shivaïte. Et tu vois, ça fait une différence avec le français parce que l'usage, je ne parle pas du français comme ça. Le français d'aujourd'hui, un peu au café de la spiritualité, l'âme, c'est l'ego. Par Oh! exemple, quand on dit mon âme ira au paradis, tu sais, Mmh. la personne meurt et l'âme s'élève au paradis. Du point de vue de ce que je viens de dire, c'est absurde. Atman ne va pas aller au paradis, Atman est déjà au paradis, Atman n'a jamais quitté le paradis. De toute façon, la notion de paradis n'existe pas dans l'enseignement de yoga, il n'y a pas ce concept. Donc de toute façon, tu vois, ça ne veut déjà rien dire. Mais en tout cas, quand au café de la spiritualité, on dit mon âme ira au paradis quand je mourrai si j'ai été gentil, je caricature, hein, mais quand on dit l'âme ira au paradis, c'est sous-entendu moi défunt, ira au paradis. Et ça, ce n'est pas Atman du tout. Au contraire, c'est Ahamkara, c'est l'ego qui pourrait, en tant que moi, aller au paradis. Et tu vois, on est déjà sur des registres complètement différents. Alors, tous les sanskritistes sont d'accord pour dire que Atman, ça veut dire âme. Mais en fait, ça ne veut pas dire du tout la même chose dans l'usage. C'est ça. Alors, Et pour comment tu boulonner, attends, oui, juste juste, pour... Ouais, différencier âme-conscience, parce que, moi, ce que tu me décris, ça pourrait aussi s'appeler la conscience. tout à fait. Oui, oui, mais c'est des mots d'origine différente. L'âme est un mot d'origine chrétienne, Mmh. voire même biblique, Oui. alors que la conscience, c'est un peu ce que la postmodernité a inventé pour supprimer l'âme et la remplacer. On est dans les trucs, c'est tout de suite très compliqué. Donc Mmh. personnellement, dans ma transmission, je n'utilise jamais le mot âme, jamais le Mmh. mot conscience, c'est parce que on se fait des nœuds tout de suite. Donc ces deux mots, je les utilise jamais, mais en Mmh. même temps, ils existent. Donc tu as raison de les ramener, parce que bah, ils existent dans nos langues. Donc c'est vachement intéressant de chercher à jouer avec. Âme, dans le latin, on est anima, on est, sur le souffle et la respiration, le principe vital. Tu vois, Donc, ce qui fait dire aux sanskritistes que ça veut dire Atman. Mais mmh, du coup, ça, quand on dit au café de la spiritualité, mon âme ira au paradis, ou au café chrétien, hein, quand on dit si je suis gentil, mon âme ira au paradis, c'est absurde. mmh, oui, c'est pas là-dessus, c'est vrai que moi je voudrais m'étendre. C'est plus alors,
se dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du souffle, respiration, principe vital Mmh. qui habiterait, l'être humain et qui appartiendrait à Purusha, donc à l'ordre cosmique et qui se trouverait aussi en nous. Mmh. La question après que je pose, c'est, est-ce qu'il est possible de, rater complètement sa liaison à ce souffle, à cette respiration ou pas? Ou est-ce que de facto on y est relié Bah oui, et tant qu'on vit, on y est relié, même si on n'a pas conscience de cette, liaison? je suis vivant. Mmh. Je suis vivant et sans être conscient. Donc, tu vois, le mot conscience n'a déjà plus le même sens que tout à l'heure. Là, c'est conscient en tant que c'est le conscient freudien, tu vois. Là, on passe à Freud, tu vois. Donc, Mmh. on a fait, tu vois, là, dans le français, on passe sans qu'il y ait de panneau de signalisation pour nous indiquer ce qui se passe. On passe du vocabulaire et de l'expression du monde chrétien au monde postmoderne de la science, et plus particulièrement au sein de ce monde postmoderne de la science, au vocabulaire freudien. Poum, poum, Mmh. poum, blablabla. Tu vois, c'est Oui, ouf, quoi. c'est pour ça, ça complique, moi j'ai Ah vraiment, oui, ah, ça trouvé que complique. ça complique considérablement, les choses. Et est-ce que donc, dans cette conception, du yoga, tu pourrais dire si cette, partie donc Atman qui est en notre cœur, hem, est-ce qu'il y a, un travail à faire? Est-ce qu'elle est une possibilité qui peut se déployer et advenir? Est-ce qu'il y a un travail à faire pour mieux s'y connecter ou pour purifier, les liens que j'ai avec cette possibilité? Dans le déploiement de l'enseignement, qui soit au sein de la Shruti, donc de tout ce qui est monde védique et brahmanique jusqu'au début de notre ère, ou que ce soit dans des tantras qui vont pas dire autre chose, la logique veut que ce qui est purement divin en mon cœur et qui est nommé l'âme, Atman, bah, c'est une perfection, ça. Donc, j'ai rien à faire avec une perfection. Si la seule chose que je peux faire, c'est reconnaître, c'est cette magie, si tu veux, cette magie divine. Et je peux être heureux d'être habité en mon centre par Purusha ou Shiva, sous forme de petites parties Atman. Donc, je peux ne jamais y penser ou je peux le reconnaître. Ça change déjà beaucoup de choses. Oui, pour moi, la reconnaissance est déjà un premier lien. C'est même on ne peut pas faire de meilleur lien, sinon que de reconnaître. Tout est transformé lorsque je reconnais cet état de fait, mais la plupart du temps dans ma vie, je ne fais pas attention. C'est normal. Ah bah, ce que tu appelles normal, Hmm. moi je me pose la question de savoir si c'est pas parfaitement anormal. C'est-à-dire que, est-ce qu'il serait possible que l'être humain, se soit, pour l'instant, passablement fourvoyé sur, ce qu'il fait sur terre? Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre expérience qui consisterait à vivre en étant toujours connecté à cette partie divine, ce qui donnerait une toute autre forme de vie et d'activité sur terre? Bah oui, je ne peux qu'être d'accord. Mais à la réserve que ma vie est faite de gestes conditionnés. Tu vois, une grande partie de ma vie est faite de gestes conditionnés où il faut que je conduise ma bagnole, que sans y réfléchir, je cuisine des plantes et des plantes comestibles pour pas m'empoisonner. Tu vois, tout ça, je le fais sans y penser. Et voilà, c'est un fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'ignorance dans ma vie quotidienne et c'est pas un problème.
Ce qui est un problème, ce serait de ne jamais avoir accès au vrai, non pas tellement en mon cœur. Reconnaître le divin en mon cœur, c'est chouette. Reconnaître le divin en le cœur de la personne rencontrée ou en le cœur de l'arbre, en le cœur de l'océan, etc., c'est bien plus intéressant que la reconnaissance en mon cœur. Tu vois, c'est... Moi, Non, mais dans le je genre, je dirais, réponds à qu'est-ce qu'on pourrait faire. oui, moi, je dirais que, c'est de mon expérience, si tu l'as pas reconnu en toi-même, tu le pourras quasiment pas, je pense, le reconnaître, Ah ouais, dans l'autre, quel qu'il soit, règne animal, règne humain, ouais, je suis règne d'accord. végétal. Heu, donc c'est presque peut-être un préalable, mais donc je reviens à cette Mais c'est pas un histoire. préalable. Regarde la réalité. Mmh, Il y a cette conscience du réel, divin, et elle s'en va, et elle revient, elle s'en va, elle revient. C'est à vie, ça. Donc, ce qui peut changer dans ma relation au monde, c'est peut-être la fréquence de ces relations vraies. Entre être complètement perché, c'est-à-dire à aucun moment n'être en relation vraie avec les gens déjà, avec les animaux, enfin peu importe, avec, par exemple pour un musicien, avec l'harmonie musicale, etc. Pour un médecin, avec cette façon de ressentir chez l'autre comment c'est à l'intérieur et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour transformer. Là, là. Tu vois, on peut être un excellent médecin il y a un film que j'aime beaucoup, Ayurveda de Padnaline, qui montre un médecin ayurvédique hyper célèbre en Inde, qui est un génie de la divination. Tu vois, il pose trois doigts, comme tous les médecins ayurvédiques ou chinois, si tu veux, il pose trois doigts sur ton poignet, il ressent ses 9 organes et plus. C'est un génie du ressenti. Et dès qu'il n'est pas en train de consulter, franchement, c'est un connard. Il parle super mal à sa femme, mmh, il est cabot, c'est incroyable, tu vois. Et mmh. alors, c'est OK, quoi. Je suis comme lui. C'est OK. Ça Ah oui. ça après c'est toi qui dis: «C'est OK». Peut-être qu'il en est moi de là où je regarde, c'est pas OK, mais il en est là sur le chemin Hmm. et donc déjà, il a développé u une dans un certain domaine, et ça j'ai souvent l'impression par expérience que c'est le cas. Heu, dans un certain domaine, moi je l'expérimente quand je chante. Hmm. Il se trouve que le chemin et la connexion à cette dimension de nous Hmm. est beaucoup plus présente Hmm. et facilement présente. Voilà. Et puis, on observe que dans d'autres, activités de la vie, on a l'impression quasiment que cette connexion est perdue, voire inexistante. Heu, est-ce que l'enjeu ce serait pas donc, de reconnaissant les moments où elle est complètement perdue et inexistante, Hmm. de, se dire: «Ah bah oui, c'est là où j'ai à recréer un lien ou c'est là où j'ai à purifier un lien pour qu'il soit plus présent aussi dans cette activité-là». Dans mon expérience, ça se fait tout seul. D'autant plus que j'accepte complètement d'être ignorant de base. Je parle pour moi. Mmh, J'accepte complètement d'être pris dans ce que je fais. Tu vois, je fais de la menuiserie pas mal. Et j'accepte d'être absorbé dans le geste, les gestes de la menuiserie, d'être pris là-dedans. Et, alors, il y a une présence aux fibres du bois, il y a une présence à quelque chose et une absence du monde au même moment, qui est très étrange. Je suis bah, ça ultra présent à ce que je fais et en même temps, je suis absent du monde.
moi, ce que tu appelles absent du monde, c'est je vois plutôt qu'il y a Je un suis pas dispo. microcosme et un macrocosme et que donc, de ce que tu me décris, être présent aux fibres du bois, c'est être présent au monde, mais dans son microcosme et pendant ce temps-là, tu es absente du monde, mais dans sa version macrocosme. Oui, mais encore plus simple, ce à quoi je pensais en parlant, mes enfants, parce que les enfants étaient petits quand je fais de la menuiserie, les enfants arrivent pour me parler, je leur dis pas maintenant. Mmh, Retournez dans la maison, je sortirai de l'atelier tout à l'heure. mmh. C'est dans ce sens-là où je disais Oui, pas présent. Pas présent à mes enfants, tu vois, c'est terrible d'une certaine façon. Tellement absorbé dans ma tâche, comme on dit aussi en français, que indisponible pour mes enfants. En fait, j'avais ça en arrière-plan mmh. qui me faisait parler, tu vois. Mais peut-être, cela dit aussi que quand on dans cet degré de présence, heu, n'inclut pas la possibilité, d'être parce que moi si je Bah chante oui, et que quelqu'un vient me parler, bah, si je lui dois lui répondre, je dois arrêter de chanter. bah oui. Donc c'est ça n'est pas possible de cette façon-là. Donc peut-être que cette forme de présence, de connexion int implique une profondeur qui fait qu'elle exclut pendant le temps de cette action-là, Ah ouais, toute autre action. bien sûr. Mais Peut-être aussi à C'est la question c'est le sens de mon exemple. Je donnais mmh, l'exemple exprès pour mettre ce que mmh, tu viens de dire en valeur et mmh, pour montrer le côté relatif et non pas absolu. C'est-à-dire que euh, je ne parle pas de supraconscience, d'omniprésence et d'omniscience euh, que je pourrais avoir. Tu vois, le verbe avoir en plus, ça je connais pas. Ce que je connais, c'est la relativité et une capacité déjà à travailler le bois, qui est déjà chouette. Mais pendant que je travaille le bois, je suis pas dispo. Tu vois, je te raconte ma vie d'humain en fait. Je théorise pas. Je te raconte ce que je connais. Voilà, moi je connais ça. Je connais d'être pris dans mes pensées. J'écoute les infos, je suis pris. Tu vois, j'écoute les infos, je te fais sortie de corps et voyage cosmique. Mais je suis pris. En fait, on peut dire, ah, c'est super de faire ça, de pouvoir visualiser quelque chose qui sort de la radio et d'être avec cette chose. Tu vois, un jeune homme a été tué là, il y a pas longtemps. Ça, c'est des lieux où je peux être avec. Ah, super! Ouais, non, pas super. C'est une capacité relative. Donc j'insiste sur le relatif parce que je sais très bien que dans la spiritualité, il y a l'idée de l'absolu. Nous pourrions devenir, si on était de bons petits soldats, devenir conscients, c'est-à-dire, entre guillemets, omniprésent, omniscient. Bon, ça, je connais pas. Moi, je connais ce que je te décris. Je connais la menuiserie, je connais le voyage via les ondes, espèce de rêverie assez réaliste. Hein, tu vois, je suis pas en train de délirer quand j'écoute les informations, je suis avec. Et en fait, se mettent en activité en moi des tas de mémoires qui font partie de mon ego et qui viennent me faire vivre un possible de la scène dont on parle et qui n'est même pas raconté par la radio. Tu vois, je vais dans l'endroit et j'y vis quelque chose, complètement dingue. Mais ça, c'est un pouvoir relatif. mmh Peux me et tromper. moi j'en reviens à cette question de départ qui est: est-ce que l'enjeu pour l'être humain et visiblement il y a des activités où, facilement donc ça pourrait être appelé un talent, un don, on est relié à cette dimension à l'intérieur de nous, et d'autres où, on observe qu'on l'est beaucoup moins. Est-ce que l'enjeu, il est, quand même, progressivement au cours d'une vie, heu,
faire en sorte que, d'améliorer un certain nombre de domaines dans lesquels on aurait une meilleure, connectivité à cette partie de nous quand on est en train de faire, telle ou telle action. C'est ça qu'on appelle une profession, dans le sens noble du terme, ou un art, dans le sens noble du terme. Mmh. Art, profession, ce sont des lieux. C'est pour ça que je citais tout à l'heure la musique et la médecine sont des arts. Profession Mmh. dans le sens noble du terme, parce que l'objet de la pratique musicale, c'est de toucher l'harmonie, donc de toucher le divin par l'harmonie musicale. Et le principe de l'art, c'est de toucher l'essence divine des êtres pour éprouver de l'empathie et même de la sympathie le temps d'un diagnostic et pour pouvoir aider Mmh. ensuite. Mmh. Tu vois, faire un diagnostic par les moyens de l'empathie et de la sympathie, c'est les mêmes talents artistiques de sensibilité et d'écoute qui sont demandés à un musicien, Mmh. mais qui font aussi partie de la culture des plantes ou de la chasse, de façon ancestrale. Tu ne vas pas chasser avec un fusil. Le Mmh. côté chasseur-cueilleur, tu vois, c'est des choses très profondes de l'humanité. Voilà, après, on a inventé les beaux-arts. Ok. Mais avant les beaux-arts, il y a l'art. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a des domaines, mais d'autres personnes diraient, ah mais moi, j'ai une amie, moi, qui parle toujours de sa relation avec ses enfants, comme étant l'activité la plus précieuse qu'elle qu'elle développe, quoi, qu'elle pratique. Dans ce cas-là, quand c'est une relation donc, à l'autre, c'est, une capacité, de se relier à l'enfant, en percevant, hem, il a déjà cette, partie, à l'intérieur de lui, cette partie divine. Heu, Comment s'y connecter, nous, en tant qu'adultes, ou comment amener l'enfant à y être, le plus possible connecté? Est-ce qu'il y a de ça là-dedans? Oui, mais il y a un ouvert, il y a un ouvert qui fait une écoute. Mmh. Donc le propre de l'enseignement de yoga, c'est que, comme de la médecine, comme de la musique avec objet, le propre de l'enseignement de yoga, c'est de cultiver cette capacité sans objet. Tu vois, Sans objet. oui, dans la musique, il y a un objet, dans la médecine, il y a un objet, dans l'enseignement de yoga, il n'y a pas d'objet. Et si tu veux, méthodologiquement, dans l'université des magiciens, dans l'université des chamans, euh, l'enseignement de yoga, c'est un truc de primaire, dans le sens école primaire. C'est un truc pour les enfants, en fait. On apprend méthodologiquement, on apprend sur le principe, l'écoute. Et en l'occurrence, l'écoute de soi-même? Ou Euh, l'écoute de quoi? Ou de l'écoute du En ce vrai? qui me concerne, oui, c'est l'écoute du monde. Une écoute, c'est Écoute, la vérité. Le monde il est comme il est. Il est là, il vit. Et ignorer le monde, c'est avoir une idée préconçue par des mémoires, du conditionnement. Donc l'écoute, c'est juste laisser tomber ce qu'on sait, que ce soit conscient ou inconscient, peu importe, rester dans cet ouvert, laisser tomber, il y a une sorte d'effondrement de ce que je crois savoir, et dans cet effondrement, ça fait un ouvert, et l'accueil, c'est une écoute. Donc l'enseignement de yoga favorise l'apprentissage de ça, parce que professionnellement, les enfants qui auront été éduqués en quelque sorte comme ça, deviendront probablement d'extraordinaires astrologues, médecins, artistes.
Là, c'est ça l'enseignement du gars, il n'y a rien d'autre. Danseur aussi. Danseur, etc. Ouais, je Danseur. disais les arts en Mmh, général. mmh. L'expression, là, c'est avec objet. Mais rien de mieux que d'apprendre sans objet. Nous, on appellerait ça une méthodologie. Bon, c'est un peu réducteur. Oui, je perçois pas exactement sur un enfant, concrètement, en quoi ça consisterait du coup. Dans les pratiques traditionnelles idéalisées, à 14 ans, tu sors du village et on te colle dans une grotte dans la montagne. 3 mois, 3 ans, 7 ans. À 14 ans, on ferait ça. Oui, mais c'est idéal. C'est l'histoire qu'on raconte aux enfants, justement. Est-ce Idéalement, de 14 ans à 21 ans, dans le monde védique et brahmanique, on devient, tu vois, c'est comme nous les études, hein, est-ce qu'il y a une société où ils l'ont fait à un moment dans l'histoire? mais ils le font tout le temps, mais sauf que ce que je te raconte, c'est l'idéal, c'est pas forcément la pratique. Est-ce que c'est ce qu'ils faisaient pour par exemple, les petits moines, tibétains? Oui, c'est le principe. Ceux qui Ça ne allaient veut pas dans dire que ce les sera stricto sensu de 14 à 21. mmh, Euh, Tu vois, ce n'est pas automatiquement. C'est une histoire qui est racontée. Je te raconte l'histoire mmh. tradie, mais On qui n'est pourrait qu'une histoire. observer on pourrait observer alors que selon les traditions, selon les civilisations, nous dans la société occidentale, donc de 14 à 21, on fait exactement le contraire de ça, c'est-à-dire que l'enfant est de plus en plus, plongé, dans un monde, extérieur, d'activités qu'on veut lui faire faire. Ouais. Alors que, si tu prends, cette tradition, brahmanique, ou shivaïte, l'enfant serait plus entre 14 et 21 ans amené à aller vers son intériorité. Non, non, moi je n'ai jamais parlé d'intériorité. Bah, Donc, c'est-à-dire si tu à mets chaque fois quelqu'un que tu me non proposes, à chaque fois que tu me proposes cette histoire d'intériorité, à l'intérieur de moi, mon Atman à moi je te dis non, non, c'est plutôt celui des autres, c'est plutôt dehors. ouais, mais alors, si tu mets un enfant, tu m'as parlé de le mettre dans une grotte, Ouais. donc dans une grotte, tu vas pas beaucoup, Un ado, hein, c'est pas un un enfant, c'est un ado, oui, ado. oui, oui, dans une grotte, moi j'ai compris intériorité parce que, dans une grotte, une fois que tu as fait la tour, du règne minéral autour de toi, des quelques insectes et animaux qui passeront, tu vas pas très très en contact avec, du règne humain. Oui, mais pendant ce temps de l'ermitage, il n'est pas question d'être tout le temps tout seul. C'est une façon d'enseigner qui consiste à couper avec les préoccupations du fait de l'ermitage. Il n'y a plus de préoccupations. Il n'y a plus aquaponie matin, midi et soir, surbooking et burn-out. On oublie, tu vois, on oublie, on se colle dans une grotte. C'est un geste. Mais ça ne veut absolument pas dire que c'est 7 ans de solitude. C'est 7 ans d'enseignement. D'ailleurs, ce n'est pas 7 ans dans la grotte. C'est un temps dans la grotte. Et il y a l'enseignement, il y a peut-être des allers-retours. Et de toute façon, dans ces 7 ans, il y a aussi des années de pèlerinage. Genre le Tamil Nadu, les sources du Gange, en slip, pieds nus, avec un bâton, aller-retour. Ouais, il y a genre 5000 km. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est un peu tout ça en 7 ans. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, attention, ce sont des idées, Mmh, je te raconte un truc mmh, idéalisé. Et que ce soit pas non plus décourageant pour nous. mmh. Parce qu'il y aurait un peu l'idée finalement que ne l'ayant pas fait de 14 ans à 21 ans, il y a la possibilité à des moments de notre vie, de se réatteler en quelque Ben, sorte à faire cela. mais bien sûr, vraiment, je te raconte une histoire qu'on raconte aux enfants, mais qui n'est pas la réalité. Mmh, C'est un idéal. Après, la question, c'est pour tout le monde, enfin toutes les personnes qui s'intéressent à ça,
Bah, comment je fais? Mmh. Voilà, comment je fais à 40 ans? D'ailleurs, Et pour d la plupart des Indiens, c'est après la vie de maître de maison que ce travail de reconnaissance de l'écoute sera fait, c'est-à-dire à la retraite à 63 ans. Tu vois pas, pour mmh, être dans des multiples de 7 et de 21, mmh, ça nous amène à une retraite à 63. C'est une théorie, hein, c'est pas la réalité mmh, non plus. Donc, 21 ans, je suis enfin adulte et je peux pratiquer mon art, celui que j'ai appris avant. mmh, En fait, tu vois, on ne peut pas dire les Indiens font comme ci, les Occidentaux font comme ça. C'est exactement la même chose. Nous, on fait des mmh, études et passé la vingtaine, par là, bah, ça y est, on est formé et donc on va pratiquer. Et donc la théorie de l'enseignement prévoit que ce soit de 21 ans à 42 ans, pendant ces 21 ans-là, c'est le temps de la pratique, mais c'est aussi le temps du maître de maison. C'est le temps où on fait des enfants et on les élève, etc. Et à 42 ans, c'est 21 ans de transmission. On est toujours maître de maison, on est toujours pratiquant, mais on transmet jusqu'à la retraite à 63. Tu vois, c'est théorique. Mais regarde ce qu'on fait nous. Regarde comment dans les entreprises, à 42 ans, on transmet. Parce qu'on a beaucoup d'expérience. Hein, c'est humain, quoi. En fait, c'est mmh. pas l'Occident fait d'une façon, l'Orient de l'autre. Et nos enfants, bah, il y a certains enfants qui sont très bien élevés, d'autres de façon très douloureuse chez nous. Mais je ne ferai pas de généralité. Mais en tout cas, euh, connaître le monde, c'est connaître son intériorité. Faire de la musique, faire du foot, faire des randonnées en montagne, c'est complètement à l'extérieur et c'est extrêmement enseignant. Faire des études, c'est l'extérieur, c'est très enseignant et ça remet sur l'intérieur. Ça, Moi, j'ai une l'extérieur, expérience très différente de ça. C'est-à-dire que faire des études m'a, profondément, déconnectée, d'une forme, de connaissance de moi-même ou du vrai, à l'intérieur de moi. Profondément déconnectée. oui, oui, mais de toute façon, je ne vais pas te contredire, je te crois. Mmh. Et donc en fait, la question que je me pose, c'est donc, hem est-ce parce que, les études que j'avais choisies n'étaient pas, en alignement avec, les dons ou les talents, ou l'art, que je devais développer? Et donc, il résultait en quelque sorte d'être coupé Hmm. de cette, flamme intérieure, donc auquel on pourrait donner le nom qu'on veut, mais on était parti sur le nom d'âme, après Atman, après voilà. Et est-ce que et donc là, ça c'est là que je me dis qu'il y a quelque chose qui peut être coupé ou mal lié et qui fait que du coup, un être humain pourrait, être en train d'étudier, des choses, qui n'ont rien à voir, avec, son essence de ce qu'il est, en fait. Et de toute façon, tu montres le paradoxe qu'il y a entre la vie temporelle et l'idéal absolu de l'humain. C'est-à-dire que nous sommes des fourmis d'une fourmilière Mais et est-ce que l'être humain est vraiment destiné justement, moi je suis pas d'accord, l'être humain n'est pas des fourmis d'une fourmilière, mais il y a un paradoxe. j'ai l'impression qu'il a cru être une Hmm. fourmi d'une fourmilière et peut-être qu'il a cru ça parce qu'il a, mal connecté à cette dimension, cette dimension divine en lui. Il y a un paradoxe. Parce que, Personnellement, le règne humain j'accepte. n'est pas le règne des fourmis. Donc, moi j'observe Bah, les humains et c'est vrai on a l'impression, en les regardant, que beaucoup se comporteraient dans une grande ville, on a l'impression de regarder une fourmilière géante, tout ça. hmm. Et moi, ce que ça m'évoque,
c'est qu'il y a eu erreur. Nous ne sommes pas le règne des fourmis. Ben, moi, Donc nous j'ai sommes accepté les choses comme elles sont, et j'ai surtout accepté le paradoxe. mmh, Toutes les fourmis de la fourmilière, si elles étaient là avec nous, mmh. seraient OK pour participer au même échange que nous, en les mêmes termes. Et pourtant, ça n'empêche pas d'être une fourmi. Donc moi, j'ai mon côté fourmi, Mmh. et j'ai mon côté loup solitaire. Je sais que c'est du bullshit. Je me connais, justement, et ayant pratiqué de l'ermitage. Oh, c'est douloureux. Les êtres humains sont pas faits pour être tout seuls. Les êtres humains sont tellement pas faits pour être isolés. Et ça, en ermitage, tu le vis. Ben, c'est super Mmh. de le vivre. Donc c'est super de faire Sciences Po ou HEC. C'est complètement conditionnant. Ça ne respecte pas la nature. C'est à fond, comme on dit, dans le système. À fond dans le système. Et c'est une source de souffrance. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est génial de le faire, au contraire. Il faut faire Sciences Po ou HEC. Parce que bah, l'aventure, c'est vivre des choses et donc faire ce genre d'études. Puis transformer. Pas de problème. Donc il y aurait pour faire un petit peu, une synthèse ou la question c'est est-ce que l'être humain advient un être humain et il appartient au règne animal et au règne des fourmis, par exemple? Est-ce qui ou et on est-ce qu'on peut, en tant qu'humain, complètement rater d'advenir un être humain? Et donc revenir dans une prochaine vie, Ouais, pour s'y réessayer. bah, je sais pas trop. Là, souvent dans cet échange, lorsqu'il est, on cite Adolf Eichmann. Tu sais, c'est le type pendant la période nazie qui était responsable, qui était un peu le ministre délégué au transport. Et donc ce gars-là, on lui en a beaucoup voulu d'avoir organisé les transports en train de l'extermination de la Shoah, quoi. Bon, et on dit ce type est un monstre. Euh, à la fin de la guerre, il a disparu, mais les services secrets israéliens l'ont retrouvé au début des années 60. Et en 1962, il y a eu le grand procès d'Eichmann à Jérusalem. On allait enfin pouvoir juger le monstre, tu vois. Le monstre, c'est un employé de bureau à la con, plutôt poli, tu vois, qui passait son temps à dire bah, je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Et c'est vrai que les témoignages, il a été une fois à Auschwitz, il est tombé dans les pommes, il n'est jamais retourné. Bon, tu vois. Donc on dirait dans notre discussion que quelqu'un dira ah mais Eichmann il a tout raté parce qu'en fait c'est un employé de bureau à la con, un employé de bureau à la con qui s'est euh, trouvé aspiré et il y avait à ce procès celle qui deviendra la grande philosophe Hannah Arendt et qui défend enfin je me mets je reprends les propos d'Hannah Arendt. Elle était présente au procès, elle dit non vous vous trompez. Et en plus, elle est allemande. Hein, Hannah Arendt, elle a émigré aux États-Unis au début de la guerre. Elle est juive. Et donc, elle connaît l'Allemagne, le nazisme, tout ça. Elle dit non, mais vous gourrez, c'est un pauvre type, un fonctionnaire, pas un monstre. Et après, elle a fait évoluer le concept de la banalité du mal. Elle dit, mais le mal, c'est tout le temps comme ça. Ça part d'un bon sentiment pour sauver le monde. Et puis, comme le monde résiste, le monde ne veut pas être sauvé selon mes critères. Le monde résiste. Et comme moi, je veux vraiment le bien, eh ben, je vais commencer à m'énerver, je vais commencer à me crisper pour vouloir faire le bien, et je vais essayer de tordre le bras du monde qui me résiste, qui résiste au bien. Toi, le monde est trop con. Tu vois, la banalité du mal, c'est ça. C'est le génie d'Hannah Arendt, c'est d'avoir percuté le truc
à propos du procès d'Eichmann. Donc ça, c'est une grande leçon pour nous. Pour nous, tous nos vouloir faire le bien, tous nos... Faudrait faire comme ci avec les enfants, pas comme ça. Moi, je pense que là, quand on est dans vouloir faire le bien, le mal, on est, fort éloigné de toute façon du principe du cosmos, et Bah de ouais, Atman, puisque dans ce principe, c'est unifié et il y a ni bien ni mal. bah ouais. Quand un volcan Donc explose ou quand la foudre tombe, il y a pas ça quelqu'un qui essaye de faire le mal. voilà et donc, à partir de là, ça signe plutôt, de mon point de vue, l'exemple que tu as donné, un exemple d'être humain qui probablement n'a eu aucune liaison à sa partie divine intérieure et Mmh. n'ayant aucune liaison à sa partie divine intérieure, eh bien, on observe que ça peut, ça peut donner des comportements, comme ça Soumis d'obéissance, d'obéissance. de Voilà, soumission tout simplement. Ça, c'est et c'est banal. C'est beh, banal. au-delà d'être banal, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de se dire, à partir du moment où on comprend, qu'est-ce qui est à l'origine, du fait que cet, être humain n'ait pas été relié à son à sa dimension divine, Ou à une femme heu qu'il aime et qu'il aime, tu vois, par exemple, paf, et bi tout est changé. mmh et ce qui est intéressant du point de vue du yoga, c'est finalement en quoi peut-être il peut aider, les êtres humains qui le souhaitent, ayant pris conscience qu'ils se sentaient assez peu reliés à cette partie divine en eux, parce qu'ils se voient des êtres humains soumis, obéissants et faisant dans la vie quelque chose qui est assez éloigné de ce qui les rend heureux, et bien peut-être que c'est là qu'on peut se dire, où sont quand je fais une telle prise de conscience, où sont les outils, autour de moi? Où sont les solutions pour rétablir, en fait, un meilleur lien à cet Atman, heu et me retrouver donc dans une façon d'être au monde, très différente. Agir dans le monde. Mais il y a le propre de l'enseignement de yoga, donc qui est une sorte d'enseignement préliminaire à une profession, c'est de transformer notre relation par le langage. C'est par le langage, c'est par le sanskrit, la langue, que se transmet l'enseignement de yoga. D'abord, que, que des choses du monde soient vécues, vues, puis nommées de leur nom véritable, en sanskrit, ou après on traduit dans notre langue maternelle. Mais il y a ce moment donc ce moment de l'ermitage et de l'étude, c'est un moment de refonte de ma relation aux événements du monde, aux choses du monde, et de la façon dont elles sont nommées. Une refondation complète. Et après, je passe à mes études professionnelles qui me donneront une occasion de mettre cela en pratique dans le monde. Alors peut-être, ce que ça me donne envie de te proposer, c'est reformulons, hem, en une approche en quelques mots de la grille de lecture du sanskrit sur, les différentes, la structure de base de l'être humain. Depuis ce purusha à l'intérieur, est-ce que tu peux nous redire, brièvement, juste, comment il conçoit, cette structure, de base de l'être humain? C'est-à-dire que les éléments, les 25 éléments essentiels qui constituent l'être humain et qui sont un peu placés comme un aide-mémoire dans les MK-Karika, c'est très simple. C'est qu'à la racine de l'être humain, justement, qui se déploie de cet Atman, qui n'est pas compté comme un élément,
mais qui se déploie de cet Atman, c'est une intelligence, enfin, l'intelligence même. L'intelligence, rien à voir avec moi. C'est une émanation divine, donc qui est en mon cœur, émane d'Atman et fait la bouddhi, l'intelligence. Donc tu vois, ça part du cœur et ça émane de l'intelligence. Et autour de cette intelligence, il y a la constellation des mémoires du monde. Pas en pagaille, c'est les mémoires du monde, c'est l'espace entier hein, finalement, les mémoires du monde, c'est tout l'espace à partir de ce centre en mon cœur. Et il va y avoir proche de moi ce qui me concerne beaucoup comme mémoire, les mémoires de, par exemple, du patrimoine génétique de mon ascendance. Ça va être proche de moi, ça va beaucoup me toucher, ça va beaucoup me faire agir, ça va beaucoup me transformer. Et il y a des mémoires d'hommes préhistoriques, il y a des mémoires des guerres, il y a des mémoires de l'histoire, qui sont peut-être pour certaines proches, pour d'autres plus en périphérie. Donc, tu vois, chacun est baigné dans les mémoires du monde de façon différente. Et dans cet espace-là, eh ben, c'est ça qu'on appelle l'ego. C'est un truc complètement dingue. Ce que l'enseignement de yoga des Samkhya-Karika, c'était déjà le cas dans les Védas avant, sur le même modèle, considère que l'ego, c'est les mémoires du monde et c'est l'espace avec les étoiles et tout, enfin, tu vois, c'est cosmique. Qu'il a appelé comment? Parce qu'il n'a pas parlé d'ego, lui. Il a appelé ça comment? Ahamkara, Ahamkara. c'est Mhm. littéralement ce qui me fait agir. Mm. Les mémoires du monde, c'est ce qui me fait agir. Mm. Je suis le fruit Et, du monde. et quand tu parles donc d'une intelligence, L'intelligence, je me suis son repris. essence, c'est relier. L'intelligence, c'est faire des liens entre différentes choses. Oui, et d'abord voir. De la façon Voir dont c'est et, exprimé après, c'est mm, voir. mm. Voir et faire des liens, alors, Faire des liens en conséquence. en conséquence. Des liens, entre guillemets, justes. Si c'est vu, c'est vrai, c'est juste, le lien est vrai. Et d'abord, il faut Mm, que ce soit vu. mm, Donc là, ça nous fait deux mm, éléments essentiels. Donc, Atman n'est pas nommé, mais il est là. Donc, le premier élément, c'est la bouddhi. Le deuxième, c'est un truc de dingue. C'est l'espace entier occupé des mémoires du monde, et c'est l'ego. Mon ego, c'est un tissage particulier dans toutes les mémoires du monde. On a tous les mêmes mémoires du monde. Dis-nous plutôt les termes sanscrits plutôt que les termes occidentaux. Ahamkara, Donc reste sur, dis plutôt, et c'est Ahamkara. oui. Parce que finalement, Ben, je dis les deux. euh, Ahamkara, l'ego, c'est pour que les le mémoires du travail, monde entier. oui, pour que le travail de la langue sacrée se fasse. Oui, Donc il y a mais ça prend du temps de Ahamkara. toute façon. Ouais. Mm, Donc mm, la bouddhi, l'intelligence, puis tout à coup l'espace entier avec les mémoires du monde, Ahamkara. Et mm. le troisième point, c'est Manas, dont on dit que c'est un organe de l'être humain, mais c'est un organe qui est subtil, qui n'est pas manifesté dans la matière, et qui peut prendre n'importe quelle forme du monde. Alors ce qui va se passer avec cet organe qui est complètement malléable, c'est que Ahamkara, moi, lorsque je désire prendre mon vouloir prendre, si tu veux, va rentrer comme une main dans un gant à travers ce manas, ce mental, et, et passer par l'œil pour attraper la chose. Donc, je vais vouloir saisir par l'organe mental. Mais si je ne veux pas saisir, l'organe mental va épouser la forme qui est autour, par l'œil. La forme qui est autour, par l'oreille. Quelle que soit cette forme. Si la pièce a des murs, ça va épouser par les yeux. Mais l'oreille va être en lien avec ce qui est dans la rue. Voilà, voilà. Donc ce manas, c'est multiforme. Et en fait, ça, c'est les trois éléments les plus essentiels. Et c'est l'architecture, enfin, si tu veux, ça prend longtemps de voir comment ça se combine, ces trois éléments. Parce qu'ils se combinent. Et les trois éléments font le bonhomme, Mm. font l'être humain. Mais alors, ahamkara, ce tissage particulier des mémoires produit le corps. Le corps Mm. est un produit. Et le Mm. corps, c'est quoi? C'est les cinq grands éléments, les mahabhutas,
la terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther, l'espace, qui vont prendre, non pas comme de la mayonnaise, mais comme Joachim. Donc pour un rocher, ça fait un rocher. L'intrication des mémoires du monde en forme de rocher, paf, les 5 éléments prennent en forme de rocher. Mais pour l'intrication des mémoires du monde dans le ventre de ma maman en forme de Joachim, il y a déjà un fœtus qui agglomère les 5 éléments. La terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther. Tu vois? Et donc ce corps qui arrive, il est réparti en 10 organes. Donc on avait déjà un organe, mais subtil. Et maintenant, on a 2 fois 5 organes réels, enfin, dans la matière, qui sont les 5 sens et leurs organes. Le- je ne te les fais pas, on les connaît. Et 5 organes d'action qui correspondent aux fonctions du corps. La locomotion, manger, digérer, se reproduire, excréter, tu vois, ce genre de choses. Et donc là, si tu veux, je viens de décrire 3 choses, puis 15 autres. En fait, il reste 5 éléments de plus qui sont les, les potentialités sensorielles cosmiques que moi va, pas selon Ahamkara, selon comment Ahamkara gère la matière pour faire les 10 organes du corps, et bien cette expression cosmique des 5 sens va être exprimée d'une certaine manière, dans mon cas. Et là, je viens de te décrire très brièvement, donc 23 des 25 éléments, et les 2 qui restent, c'est au-delà de la manifestation, il y a Purusha, l'être avec un E majuscule, qui est, mais qui n'agit pas, et la Prakriti, qui est pure activité, pure création du monde, pure puissance, pure agir. Et donc de la rencontre au-delà de cette espèce de Dieu, si tu veux, cette espèce de forme divine active, bah de leur rencontre, le monde apparaît, mais sous forme d'un milliard d'Atman. Là, la boucle est bouclée. Donc 1 milliard d'Atman, 1 milliard d'étincelles de vie émanant de Purusha et Prakriti, ou de... Le shivaïsme reprend exactement la même chose avec Shiva et la déesse. Prakriti sera Shakti et Purusha sera Shiva, c'est ça Oui, plutôt. mais ça reprend exactement la même chose en Mm, changeant les noms, parce qu'en fait, on change de monde politiquement. mm. C'est tout. La dynamique, l'intelligence reste la même, hein. Voilà, donc Il y avait une partie que j'avais retenue, moi, qui s'appelait Chitta, et qui était une partie justement de Prakriti, qui aurait pu se rapprocher de cette dimension de l'âme ou de la conscience dans Chitta. Chitta, c'est euh, c'est un terme qui est ambivalent, difficile à cerner parce qu'il a changé de sens selon les époques. De toute façon, il ne fait pas partie des 25 tattvas, mais dans les Samkhya Karika, Chitta, on le donne comme étant l'addition de l'intelligence, la bouddhi, l'ego, ahamkara, et du mental, manas. L'addition des trois, vu que ahamkara produit le corps, bah, ça fait le bonhomme entier. Ah, on pourrait trouver les trois aussi termes que décrivait Don Steiner. D'accord, à part ça, si on veut faire des rapprochements de grilles de lecture. Voilà, mais alors moi j'adore faire des rapprochements et des comparaisons. J'adore regarder les 2 façons que Freud a eu d'écrire de quoi est fait à l'intérieur les êtres humains. Mais tout ça, si tu veux, c'est très 19e, 20e. Mm. Et ce sont des savoirs hyper récents en Occident, et qui sont très fragiles parce qu'ils ont été, ben, comme ça, extraits de la culture indienne, un peu bricolés, qu'on ne connaissait pas très bien à l'époque, et mis là parce qu'on venait de pousser de côté toute la lecture du monde et de l'être humain chrétienne. Mm. Et en fait, pour moi, c'est la raison pour laquelle notre langue est si compliquée,
c'est parce qu'il y a toutes ces strates très récentes d'extermination, remplacement, et qui Mm, font des télescopages, des trucs très compliqués, des grilles de lecture qui se recoupent pas vraiment, chacun tire la couverture à soi, les communistes d'une certaine façon, les capitalistes d'une autre. Enfin, tu vois, on est dans le monde temporel complet, et c'est très difficile de se fier à ce vocabulaire pour faire une image du monde cohérente. Ça, c'est mal barré. C'était mm, difficile. C'est mm, intéressant, parce qu'il faut utiliser les choses de notre monde et pour s'y retrouver, tu vois, sinon on est perdu dans notre monde. mm, Mais là, le temps de l'enseignement de yoga, c'est un temps d'intégration de ces données-là qui sont très transformatrices pour la suite. Ils ont mm. raison. Ils avaient les mêmes problèmes que nous il y a 3000 ans, Oui. hein. Mm, Ouais. mhm. Donc le Et truc de, marche bien, tu vois, ça marche bien leur truc. Ça a fait mm, ses preuves, vraiment. Et moi, ce que je dirais de mon expérience, c'est que euh, après, selon ce que chacun a comme axe de talent ou qui lui soit propre, mais chanter les noms en sanskrit que tu viens de décrire, c'est une façon finalement, en les faisant résonner, d'y s'y mettre aussi plus en lien. Mm. Il y a quelque Et ça, chose c'est très de traditionnel en plus. ouais, il y a quelque chose, qui est là dans ma pratique et que je perçois, clairement, maintenant que toi tu l'expliques comme ça, qui est que finalement, ces liens, je perçois que le chant est une façon d'activer ces liens en se mettant en résonance avec, ces termes qui sont issus d'une langue sacrée et qui décrivent cette structure divine quand même de l'être humain en fait. Mhm. Et de tout ce qui est aussi sur Terre, pas simplement du règne humain. Tout à fait. Donc peut-être que pour le chemin, pour chacun, ça va être de trouver quel est l'art le plus approprié, pour d'autres, ce sera peut-être de Mhm. dessiner, les termes, pour d'autres, ce sera peut-être, de les danser. Mais finalement, il y a là en tout cas, un enjeu qui est si on a envie de s'ouvrir à ces formes de résonance, de trouver quelle est la spécificité en nous qui va s'activer le plus facilement pour activer, pour faire ces liens. Voilà, il y a cette idée de trouver sa place dans le monde. Mais Mmh. là, je voulais rajouter, du coup, qu'il y a des personnes qui trouvent tout de suite leur place dans le monde, sans passer par des enseignements de yoga, de quoi que ce soit, dans la paysannerie, par exemple, et qui vont traverser l'existence d'une façon perspicace, comme on dirait aujourd'hui en conscience, j'aime pas trop utiliser les mots comme ça, je préfère parler de perspicacité, une vie entière de paysans perspicaces, qui n'est pas que paysan, qui est aussi euh, une femme ou un homme marié avec des enfants, qui peut-être sera entraîné dans 1000 aventures. La perspicacité de cette vie va amener à une très grande conscience des choses au final, sans avoir étudié avant. Mais à ce moment-là, et donc ça correspond à ce que la tradition décrit dans l'histoire du maître de maison, c'est qu'à ce moment-là, ça peut être quand même bien de donner cette architecture cohérente, dharma, c'est la cohérence, euh, à ce moment-là, dans un âge avancé. Il n'y a pas de règle, tu vois. Il y a un Mmh. idéal védico-brahmanique, on prend des gamins pour en faire des surhommes, c'est comme un peu ça. Ou alors, Ou, on pourrait le dire autrement, hein. Moi, je dirais, on prend, des potentialités qui sont d'abord, qui appartiennent au règne humain au règne animal pour en faire, vraiment des êtres humains, hein. On pourrait le voir tout comme à ça. fait, oui, oui, mais Moi, ça, parce que moi, souvent, je me dis, dans ce fait que dans la tradition occidentale, on ait rangé l'être humain dans le règne animal, donc il n'y a hmm, dans ce qu'on nous enseigne à l'école, il n'y a que 3 règnes, hein, minéral, végétal, animal et l'humain est dans l'animal. Eh bien, ce que je comprends, c'est que, à travers mon expérience, c'est que
il peut rester dans l'animal aussi longtemps qu'il n'est pas éduqué, comme ça ou qu'il ne devient pas la possibilité qu'il est d'être humain. Il y a des personnes qui deviennent extrêmement humains par expérience, mais il y en Oui, a. oui, oui. Après les chemins sont aussi nombreux, et valables, Mmh. qu'il y a de différentes grandes structures, de personnes, ça là-dessus j'en doute pas. Mais, ce que ça éclaire, je trouve, c'est qu'il y a quand même un chemin qui doit être parcouru, pour passer d'un état de conscience à un autre état de conscience. Mmh. Ou alors après, est-ce qu'il y a des êtres humains qui arrivent sur terre ayant déjà parcouru plus de chemin que les autres? Oui. Il y a aussi des choses de cet ordre-là. Chacun n'est pas au même niveau, sur le chemin qu'il est en train de parcourir. Il y a des choses de cet ordre-là aussi qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que plus il y a de préoccupations, plus il y a de complications, Mmh, moins la clairvoyance est, libre. Aussi simple mmh, que ça. Donc il y a des personnes très libres. mmh, Il y en a qui sont très préoccupés, c'est tout. mmh, Après des raisons à ça, il y en a plein. mmh, Mais je voulais rajouter un détail complexifiant supplémentaire. Moi, j'aime bien complexifier, justement, j'aime bien faire des caricatures, puis complexifier après. C'est que, faut pas oublier que le monde brahmanico-védique est extrêmement élitiste. C'est l'élite de la société qui se fabrique une relation vraie au monde pour elle-même, pour bien être un artiste, y compris un artiste de gouvernement, hein, d'ailleurs, du fait de gouverner les autres. Mais ce même enseignement de yoga est aussi dans la polarité opposée avec les sadhus, où là, c'est pas moins élitiste, mais c'est une élite de la marge, c'est une élite des va-nu-pieds et des pincachiens et de la cour des miracles. Et c'est amusant de voir que c'est l'élite temporelle de la société qui s'intéresse beaucoup au yoga et son exact contraire. mmh, Alors, moi, par exemple, je ne fais pas partie de l'élite de la société. mmh, Absolument pas. Pourtant, je m'intéresse beaucoup à l'enseignement du yoga. Eh bien, mmh, c'est permis par ce jeu des polarités. mmh. Merci Joachim. À bientôt. Voilà, comme éclairage Mm, et à bientôt pour, prochaine mm, thématique. ouais. Ciao, ciao, Charlotte. C'est toi qui fais stop, ouais.